Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ensemble, on va regarder un petit peu comment se crée la couleur en lumière et ça va nous permettre de comprendre la balance des blancs et ainsi que l'espace colorimétrique RVB. Donc on va partir, pour faire ça, on va partir de notre œil à nous. Notre œil est constitué de la rétine. Sur la rétine, on a plein de petits cônes et il y en a trois types. Et chacun des types de cônes est capable de détecter qu'une seule couleur, de capter qu'une seule couleur. On a un cône qui est spécialement dédié au rouge, un au vert et un au bleu. Si on en est arrivé là, c'est à cause de notre évolution. C'est des couleurs qui nous permettent de nous repérer dans notre espace. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'avec ces trois couleurs-là, on va pouvoir reconstituer toutes les autres couleurs. Alors, si notre œil il fonctionne comme ça, on a vraiment à un moment donné adapté la technologie à ça, parce que du coup, nous, notre appareil photo, notre caméra, notre écran télé est également constitué de petits pixels, et sur chacun des pixels, on va retrouver des photosites sur lesquels on va retrouver les trois couleurs, également rouge, vert, bleu, rouge, vert, bleu, rouge, vert, bleu, rouge, vert, bleu. Vous pouvez vous amuser à vous rapprocher de votre écran et essayer de les voir. Alors maintenant, c'est vrai qu'on a des écrans qui sont tellement de haute précision qu'on les voit quasiment plus. Mais si vous vous rappelez avant sur les vieux écrans télé, les vieux tubes cathodiques, vous aviez ce rouge, vert, bleu, ces petits traits. Et donc c'est à partir de ces trois couleurs-là qu'on va pouvoir reconstituer les couleurs de la lumière. Alors, quand on parle de couleurs de la lumière, faut savoir qu'en réalité, on a deux types de manières de voir les choses. Soit on est sur du papier, on va mélanger des pots de peinture, on va obtenir des couleurs par soustraction, ou alors on va mélanger de la lumière, différentes couleurs de lumière, et on va avoir ce mélange, on va l'appeler additif, on va avoir des couleurs par addition. Donc je vous ai préparé un petit complément à ça sur Photoshop pour vous expliquer ça. Alors pour reprendre un petit peu cette histoire de couleurs, je vais vous demander de vous rappeler du temps où vous étiez à l'école primaire, vous jouiez avec la peinture, et on vous a dit un jour qu'il y avait trois couleurs primaires avec la peinture. Il y avait le vermillon, enfin le magenta, pardon, il y avait le magenta, le jaune et le bleu, le cyan. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va reproduire ça ici, donc sur Photoshop, ce sera beaucoup plus simple pour comprendre. Alors ce que je vais faire, alors il y a deux choses qui vont être utiles à ça, c'est bon, il faut déjà créer une petite image, c'est un exercice, je vais vous fournir le fichier après en bas de la vidéo. Ce qu'on va faire, c'est que dans les propriétés de l'image, tout de suite je vais changer le mode. Ici je suis en mode RVB, je vais mettre en couleur CMJN, cyan, magenta, jaune, noir. Et je vais rajouter des calques, donc j'ai un arrière-plan, ça va. Je vais rajouter un calque ici, et sur ce calque, je vais tracer un cercle, un premier cercle, et je vais le remplir de bleu. Alors vous voyez, quand vous ouvrez dans Photoshop le sélecteur couleur, on vous propose tous ces choix-là. Moi ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 0 ici dans le bleu, et je vais mettre cyan 100%, magenta 0, jaune 0, noir 0. Comme ça, la couleur qui apparaît là, c'est la couleur primaire, c'est ce fameux cyan, c'est le bleu. Je vais remplir mon petit rond avec le pot de peinture qui est ici. Voilà. Je vais créer un nouveau calque. Je vais tracer un nouveau rond. Et celui-là, je vais le remplir de jaune. Donc, dans cyan, je mets 0. Jaune, je vais mettre 100%. Comme ça, j'ai le jaune primaire. Ce jaune primaire-là n'est pas ce jaune-là. Vous voyez, le jaune primaire, il est vraiment situé ici, quand on est donc à 100% de saturation. Donc je le remplis. Je vais créer un nouveau calque. Je
Je crée un nouveau rond que je vais remplir cette fois-ci de rouge. Enfin magenta pour être plus précis. Voilà. Donc là j'ai mes 3 couleurs qui sont disposées. Ce que je vais faire maintenant, c'est que chacun des calques, je vais changer les propriétés de fusion afin d'obtenir un mélange. Donc comme là on est en CMJM, c'est comme si on était sur du papier avec de la peinture. Donc on est obligé de prendre de mélanger les calques en utilisant la fonction produit. Et pour comprendre l'histoire du mélange de couleurs, éventuellement la maîtrise des calques sur Photoshop n'est pas indispensable. Donc voilà, mes trois couleurs se mélangent, et on voit bien que si on mélange du cyan et du jaune, on obtient du vert. Si on mélange du rouge, enfin du magenta et du cyan, on obtient du violet. Si on mélange du magenta et du jaune, on obtient du rouge. Et si on mélange les 3 couleurs à la fois, on va donc avoir une couleur foncée, ça va être du marron. Ça va être un marron. Ça sera la couleur la plus foncée qu'on pourra obtenir. Donc ça, c'est pas encore du noir, c'est pour ça que quand on dit CMJN, on a cyan, magenta, jaune comme couleur primaire, et on va pouvoir rajouter du noir pour densifier ce noir, parce qu'on ne pourra pas avoir quelque chose de plus noir que ça, plus sombre. Donc ça, c'est quand on est en couleur primaire sur du papier avec de la peinture ou de l'encre. Le problème, c'est que nous, quand on regarde un écran, etc., on va mélanger de la lumière en réalité. Donc ce qu'on va faire pour comprendre ça, je vais ouvrir un nouveau fichier. Voilà. Je vais mettre un fond, je vais déjà changer le mode. Mode, je vais m'assurer que je suis bien en RVB. RVB pour rouge, vert, bleu, qui seront les couleurs primaires de la lumière. Donc je vais remplir ça de noir pur. Noir pur, dedans, j'ai aucun rouge, aucun noir, enfin aucun vert, aucun bleu. C'est normal puisque c'est la lumière, c'est l'absence totale de lumière, ça nous donne du noir. Donc je remplis mon fond de noir. Et dans les calques, je vais redessiner pareil comme tout à l'heure, je vais refaire un rond, tac, que je vais remplir cette fois-ci, je vais mettre rouge 100%. Je vais remettre aussi à 0 ici. Donc c'est pas 100%, c'est 255. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi 255. Donc on met 0 partout. Donc on obtient le rouge primaire qui est ici, c'est celui-là. Je remplis avec mon petit pot. Je crée un nouveau calque, je refais un nouveau rond. Cette fois-ci, on va mettre 255 de vert. Donc là, j'ai le vert primaire en lumière. Je crée un nouveau calque que je vais remplir, cette fois-ci, de bleu. Donc 0, 255. Voilà. Donc je fais ça. Alors évidemment, les calques ne se mélangent pas. Alors pour les mélanger, c'est très simple. Il faut juste aller, cette fois-ci, on va faire par soustraction. Zut. Pardon. Par différence. Donc je range aussi par différence ici. Et je fais sur le rouge. Différence. Voilà, donc les couleurs primaires se mélangent. Donc ici on avait du rouge et du vert, si on le mélange, ça nous donne du jaune. Du vert et du bleu, ça nous donne du cyan. Du bleu et du rouge, ça nous donne du violet. Et les 3 couleurs réunies nous donnent du blanc pur. Donc l'absence de lumière, c'est le noir. L'absence de couleur, c'est le noir. Toutes les couleurs réunies à leur maximum, c'est le blanc. Et au milieu de tout ça, on a donc du rouge
du vert et du bleu qui servent de couleurs primaires. Et ces trois couleurs-là vont nous permettre donc de créer les différentes autres couleurs qui peuvent exister. Alors, ça va être très simple. Si je, par exemple, je vais prendre cette fois-ci une bande, je vais tracer une petite bande. Un nouveau calque aussi. Je vais tracer une bande ici. Et celle-là, par exemple, je vais la remplir de vert. Mais je vais mettre, au lieu de mettre 255, je vais mettre 125. À peu près la moitié. Allez, 127. Donc je mets 0 ici. Donc j'ai un vert un peu moins soutenu. Je vais remplir mon calque. Il va falloir que je change le mode d'incrustation, mode de fusion, donc par différence. Et ce qu'on va voir tout de suite que dans le jaune, on va zoomer un petit peu. Je vais déplacer aussi celui-là, parce que comme ça se mélange un petit peu trop. Voilà. Quand on regarde, si on mélange, il faut aussi, pour que vous voyez bien, il faut que je déplace aussi celui-là. Désolé, c'est un petit peu empirique comme manière de faire, mais c'est important pour comprendre. Voilà. Donc ici c'est mon vert primaire, là c'est mon rouge primaire, là c'est mon bleu primaire. Si je mélange un vert un peu moins soutenu avec du rouge, on a un orange qui apparaît. Quand mon vert est complètement saturé et que mon rouge est complètement saturé également, j'obtiens un jaune. Vous voyez le changement de couleur entre ici et là. Voilà, donc c'est avec ça qu'on va pouvoir doser les lumières. Bon alors on retourne sur la présentation et je vous explique un petit peu ça en détail, comment on en est arrivé à ça. Donc commencez bien à comprendre que l'on obtient les différentes lumières du spectre visible par addition. Si on est sur du papier, je le répète, on va être par soustraction. C'est pour ça que du coup les couleurs primaires entre la peinture et la lumière changent complètement. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est de comprendre que nous, notre œil est capable de voir des différences de teintes. Tout à l'heure, j'avais codé donc la lumière sur 255, donc c'est qu'on a 255 niveaux, et dans ces niveaux, là je vous mets une petite photo, alors peut-être qu'à la vidéo ça ne sera pas visible, enfin une petite image, je vous la mets en fichier source de cette vidéo, et vous allez pouvoir voir qu'ici par exemple on a les 255 niveaux, et enfin on en a même certainement plus, mais en tout cas on arrive à distinguer le passage, les différentes nuances qu'il peut y avoir sur chacune des teintes jusqu'au blanc pur, et sur la version du bas, donc on commence à avoir des espèces de hachurage. Et bien ces hachurages, ces hachures, il n'y a pas suffisamment de teintes entre... Il y a tellement de différences qu'on commence à les voir. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, quand on a étudié comment fonctionnait notre œil et comment adapter ça à des fichiers numériques, à obtenir des vraies couleurs en numérique, on s'est rendu compte que 255 niveaux, c'était largement suffisant. Moins, ça aurait été inutile puisqu'on aurait vu ce hachurage, plus on n'est plus capable de distinguer les nuances. Donc c'est pour ça qu'on va coder les couleurs sur 255 niveaux. Quand on met, pour avoir du blanc, 255 de rouge, 255 de bleu et 255 de vert, c'est juste pour avoir cette nuance. Si on met 254 de rouge, 255 de bleu et 255 de vert, on va se rendre compte que ce n'est pas du blanc tout à fait pur. Donc c'est grâce à ces petits niveaux-là qu'on va comprendre ça. Donc on va réussir à s'en rendre compte. Alors le principal problème va être que l'appareil photo, on va devoir le calibrer parce que lui n'est pas capable de reconnaître le type de lumière qu'il y a. Et pour ça, on va faire appel à la balance des blancs. Donc je vous invite une nouvelle fois, on va passer dans un logiciel qui s'appelle Lightroom et on va regarder ça ensemble. Mais avant, il faut vraiment comprendre ça, c'est qu'il n'y a pas de lumière identique. La lumière,
entre le moment où le soleil se lève le matin et où il se couche le soir, ben, cette lumière-là va changer plusieurs fois de teinte. Le matin, elle a un caractère qui est plutôt bleuté. Après, ça va aller, juste avant le lever du jour, c'est bleuté. Après, ça va partir dans le orangé. Ça va aller doucement sur le blanc. À midi, ça sera du blanc pur, enfin quand le soleil est au zénith. Et après, ça va repartir dans l'autre sens. On va revenir sur les tons orangés avant de repartir dans du bleu une fois que le soleil est couché. Après, c'est la nuit noire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit toujours que les photos, il faut les prendre pendant ce qu'on appelle les golden hours. C'est, ça va jusqu'à 1 heure après le lever du soleil et ça reprend 1 heure avant le lever du soleil. C'est le moment de la journée où vos photos vont avoir un petit caractère orangé et ça, c'est assez séduisant à l'image. Donc c'est ce que je disais, donc faut bien se rappeler ça, le coucher de soleil, une lumière plutôt orangée, tandis que les tubes fluorescents, eux, vont plutôt éclairer en bleu. Alors, quand on regarde la lumière des néons, on a plutôt que c'est un blanc vif. Oui, mais il y a quand même une forte dominante bleutée à l'intérieur. Avant de passer au logiciel, je vais juste vous montrer aussi ça, la différence entre le noir pur, le blanc pur, le gris moyen et le gris à 50%. Parce que la balance des blancs, en fait, on va l'exécuter sur le gris moyen à 18%. Donc si vous vous rappelez, le blanc pur est composé de rouge avec 255 niveaux de rouge, le vert avec 255 niveaux de vert et le bleu avec 255 niveaux de bleu. Le gris moyen, alors si on réfléchit un petit peu, on pourrait se dire, ouais, bah, pour faire du gris moyen, il suffit juste de prendre un pot de 1 litre de peinture blanche, un pot de 1 litre de peinture noire, je les mélange, j'ai un gris moyen. Non, ça va être un gris qui va être, bah, ça va être le gris à 50%, il va être beaucoup trop foncé, trop proche du noir. On va pas le trouver si moyen que ça visuellement, on va pas penser que c'est moyen. Si on met par contre 213 niveaux de rouge, 215 niveaux de vert et 216 niveaux de bleu, on obtient donc un gris moyen à 18%. On a 18% de noir dans du blanc, et pour nous c'est assez moyen, c'est entre le blanc et le noir. Et pour faire du noir pur, ben, il suffit juste de mettre 0 de rouge, 0 de vert, 0 de bleu. Donc la balance des blancs devrait se faire sur du gris moyen. Alors pour comprendre l'histoire de la balance des blancs, en réalité, ça va s'agir de ça. Donc ici, nous sommes dans un logiciel qui s'appelle Lightroom. Là, vous retrouvez l'histogramme, celui qui va nous intéresser, si on l'utilise pour faire l'exposition, c'est celui qui est en gris ici. Les petites parties qui sont bleues, là, ça va être les parties qui vont être sous-exposées. Je peux l'enlever. Et ici, ce seraient les parties qui sont surexposées. Comme il n'y en a pas à l'histogramme, il n'y a pas de pic qui monte, donc on n'en a pas, donc c'est inutile d'en parler. Donc la température de couleur et la teinte, c'est de ça dont est composée la balance des blancs. La balance des blancs, en réalité, comme on l'a vu tout à l'heure, notre œil est capable de se repérer en permanence dans les couleurs. Qu'on soit sous un coucher du soleil, on peut reconnaître facilement les couleurs, on va savoir que du blanc, si on a une feuille blanche, si on balade une feuille blanche au coucher de soleil, on saura qu'elle est blanche même si la lumière est orangée. Si au contraire on la met sous une lumière bleue, on va savoir quand même définir que c'est du blanc. L'appareil photo, la caméra, tout ce qui capte des images en numérique est absolument incapable de le savoir, ça. Donc il lui faut absolument un référentiel. Et ce référentiel s'appelle la balance des blancs. Donc là, je vais vous montrer les différentes balances des blancs qui pourraient exister, parce qu'on peut les régler sur l'appareil photo. On a différentes balances des blancs qui existent, qui sont préprogrammées. Donc si l'appareil photo avait été réglé sur automatique, on aurait obtenu cette balance-là. Vous voyez déjà, le bleu disparaît énormément. Je reviens dessus, car c'est intéressant ici. En fait, ce petit curseur, quand on le déplace, on va par exemple là, si je l'emmène par là, je vais enlever toutes les informations bleues de l'image. Ici, je vais enlever toutes les informations blanches de l'image. Je vais refroidir. Bleu, pardon. Rouge, jaune, jaune. Bref, donc je reviens à ma balance telle quelle. Donc ça, c'est tel que l'appareil photo l'a vu. En automatique, donc, il va nous supprimer du jaune dedans. Si l'appareil photo avait été réglé en lumière naturelle, je reviendrai à un truc assez similaire au début, finalement. Si le temps avait été nuageux, je rajoute un petit peu de jaune. Si la lumière, c'était une lumière type sous une pergola un peu ombragée, bah, je reviens encore un petit peu de jaune. Sous un éclairage tungstène qui éclaire, lui, normalement plutôt orangé, on enlève toutes les informations jaunes, on le vire dans le bleu.
Si on est sur un tube fluorescent, les néons par exemple, ce sera le même système. Les flashs, on aurait eu cette balance-là. Voilà. Donc la balance des blancs, pour l'avoir, on joue sur deux paramètres. On a donc la température de couleur qui s'exprime en Kelvin. Ici, on a une température de 2000 Kelvin. Là, on a une température de 50 000 Kelvin. Et ensuite, on a la teinte. Il faut imaginer ça un petit peu comme des couleurs secondaires. Donc ici, on peut enlever du violet et ici enlever du vert. Et c'est en jouant sur ces deux paramètres qu'on va pouvoir définir la balance des blancs. Alors théoriquement, comme on l'a vu tout à l'heure, la balance des blancs se cale sur le gris moyen à 18%. Donc avec la pipette, on est censé chercher du gris moyen à 18%. Faisons les imbéciles, disons-nous que le gris moyen à 18% est ici. Donc ici, vous voyez, on a une petite fenêtre qui apparaît là, qui se balade. En bas, c'est écrit rouge 54,9, vert 26,5, bleu 64,7%. Là, on est sur des pourcentages, on n'est plus en valeur de 0 à 255, on est sur des pourcentages. Donc là, pour obtenir cette couleur-là, on a besoin de 54,9% de rouge, 62,5% de vert, 64,7% de bleu. Ici, si on se rappelle tout à l'heure, plus le chiffre, quand on était proche de 0, c'était une absence de couleur. Donc ici, sur du noir, effectivement, on a 1,9% de rouge, 2,9% de vert et 0,4% de bleu. Donc disons que le gris moyen est ici. Rappelez-vous, le gris moyen, c'était dans les 230. Donc si la balance des blancs se fait sur ça, on étalonne donc l'appareil photo pour dire, enfin notre photo pour dire, tiens, voilà, le gris moyen il était là, donc tu m'appliques la balance des blancs partout, donc on obtient ce résultat. On peut se dire aussi que le gris moyen serait plutôt ici. Ce qui pourrait commencer à être juste. Donc ça va être comme ça qu'on va s'amuser à essayer de trouver la balance des blancs. On peut dire aussi, tiens, là je pense que c'est pas mal comme gris moyen. On retrouve une couleur bleutée. Voilà, ça marche comme ça. On peut aussi la faire à la main, se dire, tiens, moi ma balance des blancs, voilà, je voudrais peut-être quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y a un petit peu trop de bleu dedans, donc je vais rajouter un petit peu trop de vert, donc je vais rajouter du rouge, ou du violet, ou du vert. Enfin, je vais pouvoir jouer comme ça sur la balance des blancs. C'est quelque chose en réalité qu'il faut faire après la prise de vue sur l'ordinateur, ça. C'est compliqué de gérer ça à la prise de vue. Éventuellement, vous pouvez vous armer d'une charte de gris neutre avec vous et la prendre en photo. Comme ça, vous avez votre gris neutre sous la lumière que vous avez à l'instant T. Et après, sur votre logiciel, vous avez juste à repérer les valeurs de la température qui est sur ce gris neutre et vous l'appliquez sur le logiciel et tout va bien. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez appris beaucoup de choses dedans. Que vous allez mieux comprendre cette histoire d'espace colorimétrique RVB. D'ailleurs, à ce sujet-là, sur votre appareil photo, dans le menu, quelque part, vous avez ça, espace colorimétrique, voilà. Souvent, vous allez être réglé sur sRVB. Sachez qu'il est quand même préférable de se mettre sur RVB tout court. En réalité, sRVB, c'est un espace RVB qu'on dégrade légèrement pour gagner de la taille après sur l'enregistrement des fichiers. Ça se joue à pas grand chose, la différence va être subtile, mais tant qu'à faire, vaut mieux avoir les couleurs qu'on souhaite, qui existent vraiment, plutôt que d'avoir un panel assez dégradé. Quand je vous ai montré tout à l'heure les ruptures de ton, vous vous rappelez les deux petites bandes bleues, un espace sRVB va plutôt être sur la petite barre bleue du bas, plutôt que celle du haut. Donc il vaut mieux vous régler dessus. Voilà. En tout cas, j'espère que ça va vous donner vraiment envie de vous pencher sur cette histoire de balance des blancs, de mieux comprendre comment ça fonctionne. Et maintenant, quand vous verrez RVB ou RGB, ça existe aussi. RGB, c'est pour Red, Green, Blue. C'est l'espace, c'est la traduction anglophone de cet espace RVB, rouge, vert, bleu pour nous. Voilà. Et en tout cas, moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, n'hésitez pas à faire des photos et surtout, calez votre balance des blancs sur le gris moyen à 18%. Allez, salut!